I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Bien, merci Bruno pour cette invitation. Le plaisir et l'honneur sont pour moi de revenir ici chaque année. Et avec la lourde tâche cette année d'entamer ce marathon des sciences sur un sujet, Bruno vient de le dire, plutôt complexe. Et ce que je vais essayer de faire, en tentant de ne pas vous abreuver de trop grandes généralités, c'est de vous montrer à quel point c'est un problème beaucoup plus qu'une solution. L'idée de la complexité. Alors, commençons tout de suite. Donc, complexité et perplexité. Je commencerai par une citation empruntée à Edgar Morin, qui est encore le grand apôtre de la complexité, puisqu'il a écrit d'assez nombreux livres, dont celui que je cite ici, qui s'appelle « Introduction à la pensée complexe », et qui commence par ces mots « Le mot de complexité ne peut qu'exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité de définir de façon simple, de nommer de façon claire, de mettre de l'ordre dans les idées. » On ne saurait mieux dire, à mon avis, et ceci montre bien que la complexité, finalement, c'est la perplexité. C'est ce qui n'est pas clair, c'est ce qui n'est pas simple. Peut-être un petit détour par l'étymologie pour éclairer un peu les mots, comme d'habitude. Donc un peu d'étymologie. Le mot en question vient du grec « pléko », qui est un verbe grec qui a un sens extrêmement concret au départ, puisqu'il veut dire natter, tresser, tricoter. Donc c'est un mot qui se réfère à des pratiques artisanales extrêmement anciennes, et qui prendra petit à petit, en particulier quand il va passer en latin, où il deviendra le verbe plectere. Il a le même sens concret au départ, et puis il prend un sens de plus en plus abstrait, de plus en plus figuré, et en latin, il donne naissance à deux adjectifs, complexus, qui veut dire entrelacé, imbriqué, mais qui en latin, là encore, est un mot concret qui désigne de façon qu'on peut avoir d'entrelacer des cordages, des fils, que sais-je encore, et perplexus, dont le sens n'est pas très différent, enchevêtré au sens propre, mais perplexus prendra assez vite un sens figuré, au sens de embrouillé, et c'est ce sens qui nous est resté aujourd'hui. Je suis perplexe, les choses sont embrouillées dans ma tête. Deuxième citation de Edgar Morin qui renforce cette idée. « Est complexe, dit Morin, ce qui ne peut se résumer à un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. La complexité est un mot problème et non un mot solution. » Alors, j'adhère absolument à ces citations, simplement, elles me laissent, quant à moi, quelque peu perplexe par rapport à la suite des discours d'Edgar Morin, puisqu'il entend quand même nous proposer une introduction à la pensée complexe, et j'avoue avoir personnellement beaucoup de mal à comprendre ce que peut être une pensée complexe, donc quelque chose de relativement organisé, théorisé, mis en forme, après qu'on ait pris ces précautions langagières.
il me semble qu'il faut être extrêmement prudent, c'est un peu la mise en garde que je voudrais vous proposer ici par rapport à ce qui va suivre dans la journée, par rapport à l'usage du mot, non pas qu'il soit inutile ou déplacé, mais que ces usages, vous le verrez d'ailleurs très vite dès la conférence suivante, ces usages sont extrêmement multiples et ne se recouvrent souvent pas les uns les autres, quand ils ont un sens, et parfois la question de savoir s'ils en ont un peut vraiment être posée. Donc il y a une tentation dont il faut se méfier à mon avis, une tentation récurrente qui n'est pas spécifique de l'idée de complexité, c'est la tentation de procéder à partir de certaines idées scientifiques à des extrapolations qui amèneraient, prétend-on souvent, trop souvent, à des sortes de théories universelles capables d'éclairer l'ensemble des questions que nous posons sur le monde et de se caractériser par des maîtres mots. Je vais vous en donner quelques exemples. Ainsi, la théorie quantique a donné lieu, depuis le début du XXe siècle, à toutes sortes d'extrapolations qui font qu'à partir de ces problèmes à elles, des véritables problèmes de la physique quantique, vous savez bien, la question du rapport entre l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire, interprété par la philosophie de Bohr, qui a proposé le mot de complémentarité. Et la complémentarité est devenue un de ces maîtres mots qui, à certains moments, a envahi tout le paysage intellectuel et dont on estimait qu'il était capable de rendre compte de pratiquement n'importe quelle circonstance un peu étrange. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On a vu plus tard, au tournant un peu plus loin que la moitié du XXe siècle, la linguistique de Saussure ou l'anthropologie de Lévi-Strauss mettre en avant le mot de structure pour de fort bonnes raisons liées aux théories dont il était question, et puis là encore, le mot structure a envahi l'ensemble du paysage et est devenu le structuralisme au sens large, qui, pendant quelques années, a régné en maître dans les sciences sociales et humaines. Non pas qu'il y ait eu, qu'il n'ait pas été utile, mais on avait tendance, comme toujours, à réduire à un seul mot-clé, l'ensemble des questions qui peuvent se poser. Alors pareil, la cybernétique de Wiener, la théorie de l'information de Shannon ont propulsé le mot système sur le devant de la scène, et pendant tout un temps, dans n'importe quelle discipline, il n'était question que de système. Les mathématiques de Thom ont mis en avant le mot de catastrophe, donc tout n'était que catastrophe aussi pendant une période, et jusqu'à, dans des temps un peu plus récents, la dynamique non linéaire, c'est le mot chaos qui est arrivé au premier plan. Donc je voulais vous signaler ce risque qu'il y a à faire émerger à partir des problèmes spécifiques d'une discipline qui va se saisir d'un mot en général emprunté à la langue courante, mais en lui donnant un sens extrêmement particulier, le risque est que ce mot revienne dans la langue courante en ayant perdu la pertinence particulière qu'il a dans cette discipline et devienne une sorte d'outil à tout faire. Alors, justement, puisque je parle d'outils, je voudrais vous proposer une image, une métaphore, pour mettre en garde contre cette tentation de maître mot universel, qui est justement empruntée aux pratiques techniques et artisanales, dans lesquelles nous savons bien qu'il n'existe pas d'outils universels. Supposez que vous ayez besoin de visser, il est clair que suivant la tâche qui est la vôtre, vous allez utiliser tel ou tel type de tournevis. L'horloger aura des petits tournevis extrêmement fins, l'électricien aura des tournevis de petite taille munis de témoins électriques, et le mécanicien automobile aura, lui, d'autres instruments. Il n'existe pas de tournevis universel, il n'existe pas d'outils qui permettent de visser tout et n'importe quoi. Même chose si vous avez besoin de couper. Eh bien, si vous êtes chirurgien, vous emploierez un scalpel qui va découper extrêmement finement, mais qui ne vous sera d'aucun usage si vous avez besoin de couper éventuellement un tronc d'arbre, mais même autre chose. Si vous voulez couper votre pomme, vous emploierez un canif. Si vous voulez scier une planche, vous utiliserez une scie. Et si vous voulez abattre un tronc d'arbre, vous utiliserez une tronçonneuse. Et donc, il me semble que le progrès technique
consiste justement à mettre au point des outils spécifiques adaptés à chaque tâche, à chaque milieu technique, et que c'est leur spécificité qui en fait la valeur. Il me semble qu'il en va de même dans le domaine intellectuel et que les concepts des différentes sciences n'ont d'intérêt, de valeur, de pertinence que pour autant qu'ils soient adaptés à leur propre tâche. Ce qui veut dire que je ne crois guère, pour ma part, à l'existence de maître mot, comme disait justement Edgar Morin, qui est une portée universelle. Il y a une diapo blanche, je ne sais pas pourquoi. Alors, à propos de complexe, d'ailleurs, et pour signaler la multiplicité des usages possibles du mot, il convient de se rappeler qu'avant que la complexité, au sens moderne, devienne à la mode, la science a déjà utilisé le mot complexe à de multiples reprises et dans des contextes extrêmement différents d'ailleurs, depuis longtemps. Par exemple, en physiologie, on parle de complexes, par exemple un complexe hypothalamo-hypophysaire ou bien d'autres encore, quand il s'agit de déterminer un ensemble d'organes qui concourent à une certaine fonction physiologique. Le mot complexe, ici, est apparu dans la physiologie dès le XVIIIe siècle. En mathématiques, évidemment, vous savez tous qu'on parle de nombres complexes, ces nombres qu'on appelait imaginaires autrefois, qu'on appelle complexes maintenant. Il est bien clair que le mot complexe ici n'a pas grand-chose à voir avec l'idée générale de complexité. Et ça date de 1831, c'est Gauss, le grand mathématicien, qui a introduit cette terminologie. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En chimie, en biologie, on parle de complexe, de coordination, quand on veut désigner certains types d'assemblages moléculaires, essentiellement organométalliques. Et enfin, bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, en psychanalyse et en psychologie, le mot complexe a été utilisé par Jung et par Freud au début du XXe siècle, complexe d'Oedipe et bien d'autres. Vous voyez que ces trois usages sont extrêmement différents, n'ont pas grand-chose de commun, et donc nous permettent déjà de nous poser la question de savoir si l'on peut attribuer un sens, fût-il vague, général au mot complexité. Alors, je vais essayer de me poser cette question justement en me réduisant à un cas particulier qui est celui que je connais le mieux, celui de la physique, puisque telle est ma discipline, et de me demander, en laissant de côté l'énorme et trop grande généralité du terme, si la notion de complexité peut avoir un sens et une utilité en physique. Quid de la complexité en physique? Alors, en réfléchissant, je crois pouvoir vous proposer une définition provisoire qui est la suivante. Je propose cette définition, que j'appellerais complexe un système où entrent en jeu découplage réciproque entre niveaux différents. Autrement dit, je pars déjà d'une conception de la réalité qui est découpée en niveaux ou en aspects variés, et je dirais qu'il y a un système complexe, et au lieu d'avoir un enchaînement simple de niveau à niveau, il y a des enchaînements mutuels. Autrement dit, s'il y a à la fois une hétérogénéité structurelle dans le système dont je m'occupe, c'est-à-dire des sous-systèmes de nature extrêmement différente, et si ces sous-systèmes sont couplés par des relations de réciprocité fonctionnelle. Ça va s'éclairer sur les deux exemples que je vais donner. Alors, l'intérêt, me semble-t-il, de cette définition a priori, c'est qu'elle peut s'appliquer aussi bien à des systèmes matériels, des objets concrets, des choses, que à des systèmes conceptuels, des théorisations générales, des constructions théoriques. En revanche, et c'est ça que je vais essayer d'illustrer, après vous avoir proposé une définition et vous avoir dit qu'elle était intéressante, je vais tenter de vous montrer que sa pertinence est pour le moins limitée et que précisément ce qui est peut-être le plus intéressant dans le cas de la physique, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à faire de cette définition finalement et qu'elle s'arrange, si j'ose dire, pour décomplexifier les problèmes qui pourraient paraître ressortir de la définition que j'ai proposée. Alors je vais vous donner deux exemples.
Le premier que je vais emprunter à la mécanique classique, qui est extrêmement élémentaire et qui est le suivant. Je vais me poser la question de la trajectoire d'une particule dans un champ de force, vieux problème de la mécanique dont Newton nous a montré comment on pouvait le formaliser et le résoudre. Alors, le problème en gros est le suivant. J'ai un objet qui se déplace, qui est soumis à certaines forces, et je veux être en mesure de calculer sa trajectoire. Alors, pour calculer la force qui s'exerce sur lui, il faut que je sache en quel point il est. Une fois que je sais dans quel point il est, je peux calculer la force qui s'exerce sur lui. Connaissant cette force, je peux calculer, c'est la loi de Newton, son accélération, et à partir de son accélération, je peux remonter à sa trajectoire dont j'ai besoin pour savoir où il est. Donc vous voyez que j'ai ce système de couplage qui, a priori, semble très difficile, semble nous entraîner dans un cercle vicieux, puisqu'il semblerait que j'ai besoin de connaître la trajectoire pour connaître la position pour connaître la force pour connaître la trajectoire. Bon, alors, comment je m'en tire dans cette affaire-là? Eh bien, on s'en tire précisément grâce à Newton, qui va nous dire, oui, mais cette apparence d'hétérogénéité conceptuelle et de couplage mutuel, dont il pourrait sembler que ça relève d'une théorie de la complexité, en fait, j'en ai pas besoin, je peux le court-circuiter de la façon suivante. L'équation de Newton, que j'écris simplement pour mémoire, qui nous dit que le produit de la masse par l'accélération, dérivée seconde de la position, est égal à la force qui s'exerce sur le point. Eh bien, ça décomplexifie le problème au sens suivant, c'est que vous voyez que d'un côté de l'équation, j'ai la force, de l'autre côté, j'ai quelque chose qui dépend de la position, et de la trajectoire, mais précisément le fait que je puisse écrire une équation qui va relier l'accélération à la force fait que là où j'avais préalablement une hétérogénéité au niveau des concepts, une force et une position, ça n'a rien à voir, ce sont deux idées complètement différentes, le fait que je puisse les relier par l'intermédiaire de cette équation de Newton réhomogénéise ces concepts, les remet sur le même plan et me permet de développer un formalisme mathématique grâce auquel, à coup d'équations différentielles que je sais plus ou moins bien résoudre, je vais pouvoir calculer cette trajectoire. Et donc, le problème et de l'hétérogénéité et du couplage est tout simplement mis de côté grâce à un formalisme qui me permet de mettre tout ça dans le même bain et de me débarrasser de ce qui pouvait m'inquiéter a priori dans l'idée de complexité. Je vais donner un deuxième exemple emprunté à la physique nucléaire qui est le suivant. Comme vous le savez, les noyaux atomiques sont composés de protons et de neutrons. Or, la chose extrêmement curieuse qu'on a découverte après avoir mis en évidence le neutron, donc c'était dans les années 30 du XXe siècle, c'est que si vous prenez un neutron, non pas à l'intérieur d'un noyau atomique, mais tout seul, un neutron isolé, comme on sait maintenant les produire très aisément, évidemment dans les centrales nucléaires, qui sont d'abondants fournisseurs de neutrons, un neutron tout seul est instable. Vous prenez un neutron, si j'ose dire, vous le mettez là, et puis au bout d'un quart d'heure en moyenne, il se désintègre, c'est le phénomène le plus élémentaire de radioactivité bêta, il se désintègre grâce à ce qu'on appelle les interactions nucléaires faibles, il se désintègre en donnant un proton, un électron et un neutrino. Donc un neutron tout seul est un objet qui est parfaitement instable et dont la durée de vie est de l'ordre du quart d'heure. Pourtant, quand vous avez un noyau atomique dans lequel il y a des neutrons, ce noyau peut parfaitement être stable, à commencer par l'exemple le plus simple de noyau composé, qui est le noyau de l'hydrogène lourd, le deutéron, noyau de deutérium, qui est composé d'un proton et d'un neutron. Quand vous mettez un proton et un neutron ensemble, ils se lient l'un à l'autre, ils forment un système composé qui est parfaitement stable. Et donc le neutron à l'intérieur du deutéron a perdu son... En d'autres termes, vous avez un couplage entre le niveau individuel du neutron qui est instable et le niveau collectif du noyau où il est stable. Alors là encore, ce problème qui a priori pourrait vous rendre quelque peu
complexe, justement. Vous vous dites, mais comment ça se fait? Tout seul, il est instable, mais je le mets dans un noyau, il est stable. Ce problème est décomplexifié par la formalisation que les physiciens utilisent et qui est, en l'occurrence, pour l'essentiel, la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, qui nous permet d'identifier à un coefficient près, le petit c2, la masse et l'énergie, et de comprendre pourquoi un neutron isolé a une masse qui est plus grande que celle du proton, de l'électron et du neutrino, et donc plus d'énergie, donc il va avoir tendance à se débarrasser de ce surplus d'énergie et à se désintégrer. En revanche, quand il est à l'intérieur du noyau, ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est plus l'énergie du neutron tout seul, mais c'est l'énergie de l'ensemble du noyau qui est formée par la somme des masses des protons et des neutrons, moins l'énergie qui a été fournie quand vous les avez liés les uns aux autres. Puisque le système est lié, puisqu'il est stable, c'est qu'il a moins d'énergie que ses composants séparés, et c'est donc dans la liaison de ces composants, en l'occurrence pour le deutérium, le proton et le neutron, que vous soustrayez une énergie qui du coup stabilise le système. Et donc vous laissez tomber complètement toute préoccupation un peu compliquée liée à une idée de complexité. Donc la physique, en fait, à ma connaissance, n'a pas grand-chose à faire de l'idée de complexité. Je dirais presque, d'une certaine façon, que c'est peut-être ce qui permet de la définir. La physique serait cette science qui est capable, en particulier grâce à sa formalisation mathématique, de court-circuiter ce problème-là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes complexes. Il y a beaucoup de vrais problèmes complexes dans lesquels vous pouvez repérer ce que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire l'hétérogénéité structurelle et la réciprocité fonctionnelle. Mais précisément, ces problèmes, je vais vous en illustrer 2 ou 3, sont d'une telle complexité, précisément, qu'ils échappent à la physique proprement dite, et même d'ailleurs, en règle générale, à toute discipline scientifique isolée. Alors, parmi les exemples, vous avez les réactions biochimiques. Je vais juste montrer des schémas qu'il est inutile de lire dans les détails, en plus c'est impossible. Là, c'est les différents cycles qui lient toute une série de réactions biochimiques avec des... Pardon. Avec... oula, qu'est-ce que j'ai fait là ? Qui lie des molécules les unes aux autres. Vous voyez effectivement le diagramme qui est d'une richesse et d'un foisonnement absolument incroyable. Autre exemple en psychophysiologie, l'organigramme du mouvement volontaire. Alors le mouvement volontaire, simplement je décide que je vais bouger ma main. Si je l'analyse en termes psychophysiologiques, ça met en jeu une quantité absolument invraisemblable de systèmes anatomiques, la moelle épinière, le tronc cérébral, des morceaux du cerveau, le cortex, etc., avec un ensemble de couplage, justement, qui est d'une richesse tout à fait extrême. Autre exemple dans le domaine de la technique, ceci est en fait le diagramme des circuits électriques d'une centrale nucléaire. Il s'agit uniquement des circuits électriques. Je laisse tomber toute la partie hydraulique, nucléaire, etc. Alors vous voyez l'ensemble des systèmes qui sont liés les uns aux autres. C'est évidemment des systèmes incroyablement difficiles à expliquer. Et puis, dernier exemple, les modèles climatiques dont vous savez bien à quel point ils mettent en jeu des choses compliquées. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de définitions sur l'écran, je ne sais pas bien pourquoi. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des flèches dans tous les sens et que ça rend évidemment... Alors là, c'est tiré d'un travail de certains auteurs qui essayent d'expliquer, à cause de la complexité de ce diagramme, à quel point les modèles climatiques sont peu fiables. Je laisse cette question ouverte et elle reviendra peut-être dans la discussion. Donc, il existe effectivement des problèmes véritablement complexes, mais sauf cas très particulier, il me semble, pour ma part, c'est une thèse que j'avance, qui pourra
donné lieu à discussion, voire à controverse au fil de la journée, que la notion générale de complexité n'aide pas vraiment à résoudre ces difficultés, parce qu'elle est d'une certaine façon beaucoup trop générale. Qui trop embrasse, mal étreint. Alors ça ne veut pas dire, et vous en verrez l'illustration dans les exposés qui suivent, que dans tel ou tel domaine, on puisse définir une notion spécifique de complexité qui trouvera son utilité et sa fécondité, mais il est loin d'être évident qu'elle puisse être extrapolée et servir sous le même nom dans d'autres questions. En revanche, il y a une question qui me semble être une question extrêmement difficile et qui est peu posée, et je terminerai là-dessus, qui n'est plus la question de la complexité, mais qui est celle à laquelle m'amène, en tout cas dans ma réflexion personnelle, la question de la complexité. La question difficile, c'est à mon avis la suivante. C'est pourquoi les systèmes complexes fonctionnent-ils ce qui m'étonne, c'est pas que les centrales nucléaires explosent de temps en temps et que les avions aient de temps en temps des accidents. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils en aient si peu, proportionnellement. Quand vous regardez les organigrammes que je vous ai montrés tout à l'heure, vous essayez de réfléchir à ce que c'est que le fonctionnement d'un avion de ligne, d'une centrale nucléaire, d'un réseau téléphonique, que sais-je encore, le nombre de personnes qui sont impliquées, le nombre de groupes sociaux qui sont impliqués, le nombre de relations de différentes natures, qui peuvent être des relations techniques, des relations sociales, des relations économiques, qui lient tous ces acteurs, fait qu'on se dit, mais c'est quand même extraordinaire que ça marche. En tout cas, moi, c'est ça qui m'étonne. Et à y réfléchir un peu plus, il me semble qu'une, sinon la réponse, peut-être un peu paradoxale, que je vous propose, mais qui va ouvrir une question, non pas la résoudre, est la suivante. C'est que si ça fonctionne en gros si bien, c'est parce qu'il y a du jeu dans ces systèmes complexes. J'emploie le mot jeu ici au sens du jeu technique. Que veux-je dire par là? Eh bien que par exemple, si vous voulez, alors là c'est pas du tout un système complexe, c'est quelque chose de très très simple, si vous voulez faire tourner une roue autour d'un moyeu, il faut évidemment que le diamètre du moyeu soit un tout petit peu plus petit que le diamètre du trou dans lequel vous le mettez. Sinon, vous aurez un blocage. Il faut qu'il y ait du jeu. Hein. Donc, l'alésage du trou doit être légèrement supérieur au diamètre de l'arbre. Mais le problème, c'est que vous avez une petite marge, quand vous la fabriquez, vous avez une petite marge d'incertitude, évidemment, sur l'alésage, une petite marge d'incertitude sur le diamètre, et il faut s'arranger pour que ces incertitudes se combinent de telle façon que vous ayez un petit peu de jeu, mais pas trop. Alors, il me semble que là, c'est une image, une métaphore que nous pouvons utiliser de façon plus générale. Et il me semble qu'on peut avancer l'idée suivante, c'est que les systèmes complexes, qu'il s'agisse de systèmes techniques ou de systèmes sociaux, ne fonctionnent que grâce à leur écart aux normes. Autrement dit, tout système complexe est régi par un ensemble de normes, il y a les règles impératives de ce qu'il faut faire, mais il faut toujours que ces règles soient un tant soit peu violées, un tant soit peu court-circuitées. Preuve expérimentale, la grève du zèle. Dans une usine, si chacun se met à faire exactement ce qu'il a à faire, ni plus, ni moins, et le faire en respectant absolument toutes les consignes de sécurité, de fiabilité, etc., tout s'arrête immédiatement. C'est une arme extrêmement puissante. Elle est souvent employée d'ailleurs pour des raisons que je connais mal, des raisons historiques sans doute, par les douaniers qui font souvent, quand ils ont à protester, une grève du zèle. Ben oui, ils se mettent à fouiller, comme c'est en principe leur mission, toutes les voitures de A à Z. Vous imaginez bien que les frontières sont immédiatement, totalement bloquées. Et il en va de même, vous pouvez réfléchir aux systèmes sociaux dans lesquels vous vivez et vous travaillez, et à votre propre pratique, et vous constaterez, je crois, c'est une constatation universelle, que nous sommes tous amenés à tel ou tel moment à faire un petit écart par rapport aux normes qui nous sont imposées, faute de quoi on n'y arriverait pas, tout se bloquerait immédiatement, ça prendrait trop de temps, on n'arriverait pas à passer le travail au suivant, etc. Alors évidemment,
les systèmes complexes ne fonctionnent que grâce à leur écart aux normes, la thèse que j'avance, si cet écart n'est pas trop grand. Évidemment, c'est comme le jeu mécanique. Si le diamètre de l'arbre est vraiment trop petit par rapport à l'alésage dans lequel vous mettez, alors vous avez du ballon, le système part dans tous les sens, ça ne fonctionne plus et le système se casse. Et là, il est évident que si les normes ne sont pas du tout respectées, si on fait n'importe quoi, eh bien la centrale nucléaire explose, l'avion se crache au sol, etc. Et donc la question extrêmement difficile, je crois, moi j'ai cherché, je ne connais pas d'études vraiment sérieuses sur la question, il faudrait faire des études de cas extrêmement détaillées dans tel ou tel système, c'est qu'au-delà de l'idée de complexité, le problème ouvert, me semble-t-il, pour les grands systèmes complexes, c'est celui d'une théorisation de la tolérance. Dans quelle mesure un système complexe tolère les écarts aux normes qui le font fonctionner, mais qui le bloquerait si elles étaient absolument respectées de façon rigide. Et je crois que c'est un vrai problème qui régit en fait, par exemple, l'ensemble de la société. Nous savons bien que si tout le monde respectait toutes les lois au pied de la lettre, et si ceux qui sont chargés de la faire respecter le faisaient au pied de la lettre, tout s'arrêterait immédiatement. Alors comment faisons-nous collectivement, de façon la plupart du temps très implicite, pour savoir, si j'ose dire, jusqu'où nous pouvons aller trop loin. Quels sont les petits gestes que nous nous accordons et qui permettent de mettre de l'huile dans les rouages, de l'huile dans la marge de jeu, et à quel moment nous sentons, et nous nous trompons d'ailleurs souvent à cet égard, que là non, il faut s'arrêter, il ne faut pas en faire trop. C'est une question que je crois ouverte et dont il me semble qu'elle est sous-jacente à une bonne partie des questionnements autour de la complexité. Puisque j'ai un petit peu de temps, je voulais vous dire un mot, mais je n'étais pas sûr d'avoir, d'une autre question qui va sans doute surgir dans la journée, qui est liée à un autre mot qui apparaîtra au fil des conférences, qui est la question de l'émergence. L'émergence de la complexité. Comment passe-t-on de systèmes relativement simples, par exemple quant à leurs constituants, à des systèmes d'une extrême complexité dans leur fonctionnement? Après tout, nous sommes tous faits d'atomes et de molécules qui sont des systèmes un peu bizarres, mais pas si compliqués que ça. Et par contre, nous sommes des objets incroyablement compliqués, sinon complexes. Alors, je voudrais vous mettre en garde contre une idée très répandue, qui est l'idée qu'il y aurait une tendance naturelle à l'émergence de la complexité, qui serait l'idée suivant laquelle, quand vous prenez un système tout simple, constitué d'un certain nombre d'atomes, il y a quelques milliards d'années par exemple, et puis vous le laissez évoluer, alors spontanément ce système se mettrait à s'organiser, à fabriquer d'abord des grosses molécules, puis des grains de poussière, puis des cailloux, puis des planètes, puis des étoiles, et puis de nouveau des êtres vivants dessus, etc. Et donc il y aurait une espèce de montée vers la complexité qui, suivant les auteurs, serait interprétée soit comme une sorte de mystérieuse propriété fondamentale de la matière qui n'aurait d'autre envie que de s'organiser pour devenir de plus en plus complexe, soit comme évidemment une intention divine, surnaturelle, l'intelligent design par exemple, tout ceci serait programmé depuis très longtemps pour permettre la montée de la complexité. Alors, je crois que l'argument le plus simple contre cette idée, il a été développé par Stephen Jay Gould, le grand biologiste, qui d'abord a commencé par montrer qu'au niveau de sa discipline, qui était la paléontologie, certes, on peut repérer des évolutions vers des systèmes de plus en plus complexes. C'est en général à cela qu'on pense. On dit, oui, vous voyez, on a commencé avec des êtres unicellulaires, puis se sont agglomérés, etc., etc., etc. Mais il a montré que dans de nombreuses situations, vous aviez des décomplexifications qui opèrent, des systèmes vivants qui deviennent de moins en moins complexes, autrement dit que l'adaptation darwinienne
peut parfois, et assez souvent, conduire à des pertes de fonction, des systèmes qui deviennent de plus en plus simples. Par exemple, il y a certaines espèces de poissons dans lesquelles les mâles sont réduits à presque rien pour n'assurer plus que leur seule fonction, qui est la fécondation de la femelle. Ils vivent en parasites, sont tout petits, les femelles sont des poissons normaux, les mâles sont des espèces de micro-organismes tout petits qui vivent en parasites à l'intérieur de la femelle et n'ont d'autre fonction que de lâcher leurs gamètes le moment venu. Et ça se voit dans des trajectoires évolutives d'espèces. Ces espèces-là sont descendues d'espèces qui étaient beaucoup plus complexes au départ. Même chose dans l'évolution de certains traits phylogénétiques. Par exemple, Gould avait montré que l'évolution des ammonites parfois procède vers une complexité plus grande. Au départ, les ammonites sont tout droites, puis elles se mettent à s'enrouler, puis les cloisons qui séparent les différentes chambres deviennent de plus en plus contournées. Oui, mais il y a des cas où, au contraire, ça régresse et ça part en sens inverse. Donc, premier point, l'évolution vers la complexité n'est nullement une propriété universelle de la matière et encore moins de la vie en général. Et deuxième point, c'est là l'argument fort et l'image que propose Stephen Gould. Il montre qu'en fait, il prend l'image suivante. Il dit, vous prenez, supposez que vous ayez un tas de sable que vous vouliez ranger dans un coin. Alors vous prenez votre sable, vous le mettez contre le mur. Là, vous le tassez au maximum contre le mur. Puis vous attendez. Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, il y a des grains de sable qui se mettent à descendre, le vent, la pluie, tout ça dissipe, et puis vous revenez quelques temps après, jours, mois, semaines, et vous voyez que votre tas de sable s'est en moyenne éloigné du mur. Il y a plus de sable à des distances plus grandes du mur qu'il n'y en avait au départ. Si vous imaginez que vous avez un diagramme dans lequel vous avez en abscisse la complexité, vous pouvez dire, voilà, il y a eu une évolution naturelle qui a conduit mon tas de sable à être de plus en plus étendu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez d'un côté une barrière qui empêche l'évolution vers ce côté-là, et donc l'évolution ne peut avoir lieu de façon marginale que de ce côté-là. Donc l'évolution n'est pas du tout dirigée par une intention ou un programme préalable, elle est juste bornée d'un côté et donc a tendance à se propager de l'autre côté. Et comme vous le voyez dans cet exemple-là, la partie du tas de sable qui s'étale est de plus en plus petite et ne représente en rien la réalité globale du système. Il en va de même d'ailleurs sur Terre pour la biosphère. La réalité de la biosphère, ce sont les bactéries. Notre monde est un monde de bactéries. La biomasse est essentiellement composée de microbes. Ils sont en masse totale, j'ai oublié le chiffre, mais 100 fois plus importants que nous. Ils colonisent la Terre entière, tous les milieux, et nous pouvons très bien disparaître de notre faute ou les microbes, eux, seront toujours là. Il faudra vraiment que le Soleil commence à chauffer dur dans 5 milliards d'années pour éradiquer la vie bactérienne. Donc, ne pas imaginer que le monde est nécessairement un monde très complexe, il l'est pour nous, oui, nous, mais nous n'avons qu'une toute petite, nous ne représentons qu'une toute petite fraction de cet univers. Voilà, je vais m'en tenir là. Vous avez maintenant toute la journée pour voir d'autres aspects de la complexité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future.